Bonjour à vous. Aujourd'hui, dernière vidéo sur le module 3. Dans la partie 3.1, on avait parlé du débit et on avait parlé de la hauteur de charge. Dans la partie 3.2, on va aller à s'intéresser sur les forces que on peut retrouver et en particulier les forces qui peuvent être exercées par les coudes sur l'eau. Pourquoi? Souvent, c'est à ces endroits-là que on pourrait avoir des cassures de tuyaux. Donc, c'est quand même assez intéressant de savoir quelle force est en train de s'exercer sur le coude pour voir est-ce qu'on pourrait, quel choix de matériaux on pourrait faire, etc. Bon, un petit rappel mathématique que vous devez connaître. C'est la notion de vecteur. Quand vous êtes en physique ou en mécanique ou en tout ce que vous voulez en technique, il y a plusieurs valeurs qu'on peut vous donner. On peut vous donner un scalaire. Donc, par exemple, une température, on peut vous dire c'est à 200 degrés. OK. Donc, c'est une grandeur scalaire, c'est un chiffre. Un vecteur, c'est pas pareil. Si on prend une vitesse, on vous dit la voiture roule à 200 km/h. Très bien, elle roule à 200 km/h, mais elle roule vers où? Donc, qu'est-ce que ça prend? Ça prend ce qu'on appelle une orientation. Et une orientation, c'est composé d'une direction et d'un sens. Alors, mathématiquement, parce que des fois, on va confondre orientation et direction. Vraiment, mathématiquement, une direction, c'est ceci. Ça, c'est une direction. Un sens, ça va être la flèche. Et finalement, l'orientation, ça va être, si on prend ici, ça va être l'angle. Connaissant l'orientation, on peut trouver la direction, la droite, plus le sens. Donc voilà. Donc un vecteur, finalement, ça a besoin de quoi? On va nous donner quelle valeur? On va nous donner la grandeur. Donc, si on reprend l'exemple de la vitesse, 200 km/h. Puis on va nous donner l'orientation. 200 km/h à 30 degrés par rapport à la rue de Courval. Ou, autre possibilité pour connaître le vecteur, si on vous dit ça va aller à 100 km/h à l'horizontale, puis à 200 km/h à la verticale. Et donc, on le voit, 100 km/h plus 150 km/h, puis ici on aurait 200 km/h. Bon, faudrait faire Pythagore, connaissant l'angle. Non, Pythagore fonctionnerait tout de suite. Alors, ça fait 200 au carré moins 100 au carré, racine de 30 000, donc ça fait 173. Voilà. Donc ça serait 100 km/h à l'horizontale, 173 à la verticale, et vous iriez à 200 km/h au total. Donc voilà. Donc deux possibilités. Soit on vous donne les coordonnées polaires, donc la grandeur plus l'orientation, soit on vous donne les coordonnées cartésiennes, l'horizontale et verticale. Maintenant, si vous vous rappelez de Pythagore et de SOHCAHTOA, vous pouvez passer de l'une à l'autre très facilement. Si vous connaissez les coordonnées polaires au départ, donc R et θ, pour trouver x et y, vous faites R cos θ et y, et pour y, vous faites R sinus de θ. Donc ça vient de cosinus est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Donc l'hypoténuse c'est R. Le θ, c'est l'angle que vous avez. Même réflexion pour y. Par contre, si vous connaissez x et y, là cette fois-ci vous appliquez Pythagore et vous utilisez la dernière formule de tangente. Tangente de l'angle, c'est l'opposé sur adjacent, donc c'est y sur x. Voilà. Donc ça, c'est des choses que c'était un petit rappel mathématique. On va quand même faire un exemple. Donc on va essayer d'additionner comment on additionne des vecteurs. On additionne toujours des vecteurs avec les coordonnées cartésiennes, jamais avec les coordonnées polaires. Si je vais à 200 km/h, puis après je vais à 400 km/h, si je ne connais pas mon orientation, je ne peux pas faire 200 plus 400, je vais à 600. C'est pas possible. Donc, on vous donne des vecteurs. Donc, exemple, une force, 4 newtons à 45 degrés et une autre de 3 newtons à 180 degrés.
qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord trouver les coordonnées cartésiennes en x, en y. Ensuite, on va additionner les composantes x ensemble, les composantes y ensemble. Et à la fin, pour trouver la résultante, on va retourner aux coordonnées polaires à partir des coordonnées cartésiennes. Donc, regardez bien le calcul. Donc, premièrement, je décompose. Donc, premier vecteur, 4 cos de 45. Deuxième vecteur en x. En y, 4 sinus de 45. En x, pour le deuxième vecteur, 3 cos de 180. En y, 3 sinus de 180. Après, on additionne. Donc, la somme des composantes en x, 4 cos de 45 plus 3 cos de 180, ça a donné moins 0,172 newtons. En y, 4 sinus 45 plus 3 sinus de 182, ça a donné 2,83 newtons. Donc, ceci, ce sont les composantes cartésiennes de votre résultante. Et maintenant, pour trouver la norme de la résultante, j'applique Pythagore et j'applique le θ. Alors, faites attention, quand on applique le θ, il faut regarder. On voit que mon x est négatif et mon y est positif. Donc, au niveau, c'est sûr que mon résultat va être situé dans ce cadran qui est ici. D'accord? Dans les x négatifs et les y positifs. Donc, quand je vais faire le calcul de mon angle, la calculatrice va vous donner moins 86,5. Moins 86, ça va être ici. Moins 86,5. Or, je vais être de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute un 180. Donc, ça va être moins 86,5 plus 180. Finalement, on a une grandeur de 2,84 newtons et on a un angle de 93,5 degrés. Voilà comment on additionne des vecteurs. Donc ça, c'était un petit rappel mathématique au niveau des vecteurs. On va passer maintenant au calcul qui nous intéresse un petit peu plus. Alors, la détermination des forces exercées par les réduits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a vu la notion de force de pression. Donc, lorsqu'on a un fluide qui passe d'une conduite à une autre, sa vitesse va changer de grandeur ou de direction, etc. Il y a forcément une accélération et il y a une force résultante qui est non nulle. Les forces qui agissent sur l'eau, c'est quoi? Si on regarde dans un tuyau, on va regarder une quantité d'eau. Les forces qui vont agir, vous aurez une force de pression ici, la pression 1. Vous auriez la pression 2 qui va être ici. Vous pourriez avoir le poids et vous pourriez avoir, donc si par exemple on a un changement de direction, donc si on regarde ici, on va aussi avoir notre coude. C'est notre coude qui va faire changer de direction notre masse d'eau. Donc les forces de pression, le poids, la force, donc le réduit qui va appuyer sur l'eau. Pour la pression, on l'avait vu, c'est quoi? C'est la pression fois l'aire de la section. Donc en amont, donc avant, la force de pression est orientée dans le sens du courant. En aval, c'est le contraire. Ok. L'eau qui passe d'une conduite à l'autre exerce une force sur les conduites. Donc c'est l'eau qui appuie sur la conduite. Par réaction, la conduite appuie sur l'eau. Donc voilà. Force de grandeur dans une conduite, grandeur à calculer, une composante parallèle au courant. Ça, on va le voir. La direction, ça va être parallèle au courant. La grandeur, elle va être à calculer. Par contre, ce qu'on sait, en résumé, petit résumé. La gravité, le poids, lorsque les conduites sont horizontales, on va les négliger. Il n'y a pas de changement de hauteur, on va négliger le poids sur le coup. Ça va être très négligeable aux forces de pression auxquelles on agit. La force de pression est dans le sens du courant à l'entrée, dans le sens opposé à la sortie. Les cônes divergents exercent une force dans le sens du courant, alors que les cônes convergents exercent une force dans le sens opposé du courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple. Donc ça, c'est un cône qui est convergent. Ça va exercer une force comme ceci. Donc, dans le sens, les cônes convergents exercent une force dans le sens opposé du courant. Si c'était par contre comme ceci, c'est tout à fait normal, la conduite va exercer une force comme ça. Dans les coudes, alors, on aura une force qui sera comme ceci.
en amont, et en aval, on va avoir une force qui va être comme ceci. Donc ça, bah, finalement, ça va être la composante en X et en Y dans nos coudes de la résultante totale. Et puis, des fois, on va pouvoir approximer des volumes pour simplifier le problème si on a des calculs de volume à faire. La deuxième loi Newton, donc je vous rappelle la deuxième loi Newton, la somme des forces va être égale à la masse fois l'accélération. On sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc ça va être delta V sur delta T par rapport au temps. Le delta V, il va être ici, V2 moins V1. Le delta T, on a la masse divisée par le temps. Or, la masse, c'est quoi? C'est la masse volumique fois le volume. Donc, ça fait masse volumique fois volume divisé par le temps. Ben, volume divisé par le temps, c'est le débit. Donc, on retrouve bien. Ça, c'est la masse divisée par le temps. Donc, c'est masse volumique fois le débit multiplié par le delta V. Donc, la deuxième loi de Newton, on peut très bien l'écrire comme ceci pour l'eau dans les conductes. Il n'y a aucun problème. Alors, donc comment on va déterminer des forces sur nos réduits? Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les forces, la somme des forces en X. On va regarder toutes les forces, la grandeur et la direction qu'on a. C'est vraiment pas dur. Les forces de pression, le poids, ainsi que la force du coude ou etc., du réduit sur l'eau. Ensuite, on va faire la somme des forces en X, la somme des forces en Y, et on va résoudre. Donc voilà. Donc, juste rapidement. L'eau monte en passant dans un conduit qui est plus grand. Et là, on a une quantité d'eau. La quantité d'eau qu'on va aller étudier, c'est la quantité ici dans mon coude. Alors, il y a quelle force qui agit? J'ai ici la pression 1 qui pousse. J'ai ici la pression 2 qui pousse. Je vais avoir le poids de l'eau. Et enfin, je vais avoir la force de la conduite sur l'eau. Et vous avez toujours ces quatre forces à réfléchir. L'eau circule horizontalement vers un conduit qui est plus petit. Alors, on va faire ça en rouge. Donc, comme ça. Cette fois-ci, la quantité d'eau, elle est toujours, on va prendre toujours notre coude. Voilà la masse qu'on va aller étudier. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va avoir la pression 1. Ici, on va avoir la pression 2. On va négliger le poids. Et ici, on va avoir la force du coude sur l'eau. Il n'y a pas de poids parce qu'on est à l'horizontale. L'eau monte dans un cône vertical de 90 degrés. On dessine comme ceci. La quantité qu'on va prendre, c'est la quantité qu'on va avoir dans notre coude. Donc ici. Il y a quelle force qui va agir? Il va y avoir la pression 1. Il va y avoir la pression 2. Dans les coudes, pour le coup, on va négliger le poids. Hein. De toute façon, le poids, il pourrait être comme ceci. Hein. Mais souvent, le poids est vraiment assez négligeable. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la force en X et on va trouver la force en Y. Donc, Fx et Fy vont être les composantes en X et en Y du coude, de la force du coude sur l'eau. Dernière chose, un coude horizontal à 60 degrés. Donc là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a quelque chose qui va être comme ça. Le 60 degrés, il est ici. Au niveau des forces, donc si on regarde notre coude, donc notre coude, il va être ici de là à là. La force 1, elle va être comme ceci. La force 2, elle va être comme ceci. Le poids, il sera à la verticale, on pourrait négliger. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bah, finalement, on va aller trouver une force en Y ici. On va aller trouver une force en X ici.
Voilà. Donc la difficulté de ce coude-là, c'est que votre pression 2 va y avoir une pression P2 en X et une pression 2 P2 en Y qu'il va falloir calculer. C'est pas très dur vu qu'il y a un angle de 60 degrés. Donc voilà les exercices que vous aurez à faire. Donc on va arrêter cette vidéo ici, ça termine la théorie et on fera une prochaine vidéo pour aller résoudre les derniers problèmes.